Mes chers amis, bonsoir. Il y a 66 millions d'années, une météorite de 14 km de diamètre percute le Yucatan dans l'actuel Mexique. La suite, vous la connaissez. Des débris éjectés, des incendies de forêt et un hiver d'impact qui va durer plusieurs décennies. Cet hiver a forcé certaines espèces à accélérer leur processus d'évolution en quelques milliers d'années. Les autres, moins chanceuses, ont disparu, provoquant ainsi une extinction de 30 à 50% d'entre elles, dont une partie des plus gros dinosaures, même s'ils étaient déjà sur le déclin. Notez que, sans ce cataclysme venant de l'espace, nous ne serions probablement pas là. Le cratère d'impact a vu se former en quelques minutes une montagne de 10 km d'altitude, plus haute encore que l'Everest. Mais surtout, le tsunami qui a suivi a atteint une hauteur primordiale de 1500 mètres de hauteur. C'est littéralement 2 fois plus haut que la falaise du Salève et 5 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Ouais, j'aimerais vraiment pas être en dessous. Même Michael Bay et Roland Emmerich dans leur film Catastrophe, ils ont pas montré des vagues aussi hautes. Sauf que l'astéroïde qui a tout fait péter ce jour-là, c'était il y a 66 millions d'années. Il ne fait donc aucunement partie de l'histoire, c'est-à-dire la période où l'humanité a commencé à relater des faits par écrit. Dans l'histoire avec un grand H, justement, on retient le tsunami de la baie de Lituya en 1958, suite à un tremblement de terre qui a provoqué un glissement de terrain qui s'est déversé au fond de la baie et aspergé le flanc d'en face d'une hauteur de 524 mètres. Bon, ça reste quand même 3 fois moins haut que la vague supposée provoquée par l'astéroïde. Mais ça reste quand même énorme. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo entière à ce sujet au mois de mai. Vidéo qui, au demeurant, vous a beaucoup plu. Et justement, j'avais prévu de parler de la suite, entre guillemets. Est-ce qu'un méga tsunami, à peu près similaire, pourrait arriver à nouveau aujourd'hui? Eh bien oui, et le scénario est pas super optimiste. Alors là, vous vous demandez sûrement, comment est-ce qu'on peut prévoir l'arrivée d'un tsunami? Parce que c'est assez compliqué quand même. Ça se forme pas spontanément, c'est avant tout le transfert d'énergie qui vient d'un autre cataclysme. Un glissement de terrain, un tremblement de terre, un séisme, l'éruption d'un volcan, etc. Et autant on peut aisément prédire l'activité de certains volcans, autant là ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Et pourtant, ce fameux méga tsunami, il est déjà pisté. La question n'est pas de savoir où il va se produire, mais plutôt quand est-ce que ça va arriver. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Le tsunami provoqué par le tremblement de terre qui a causé un glissement de terrain au fond de la baie de Lituya en 1958 possède quelques circonstances atténuantes. Cette catastrophe a quand même coûté la vie à 2 personnes. C'est toujours 2 personnes de trop. Mais c'est sans commune mesure avec le tsunami de 2004 dans l'océan Indien qui a causé la disparition de 250 à 300 000 personnes dans une quinzaine de pays différents. Le fait est que la baie de Lituya, c'est une baie justement. La montagne s'est affaissée en glissement de terrain au fond à l'ouest, à 15 km du Pacifique. Entre les deux, le terrain, le flanc d'en face et l'île centrale ont stoppé en partie la vague qui n'a été que de 50 mètres en arrivant dans l'océan. Certes, 50 mètres c'est beaucoup, mais c'est donc un événement localisé, qui n'a pas eu de répercussions mondiales. Mais que se passe-t-il si un tsunami d'une ampleur similaire, et surtout sans aucun obstacle, pouvait se reproduire, c'est-à-dire sans flanc de montagne à côté, des îles, une baie, etc. Vraiment des structures géologiques qui freinent un peu plus la vague. Là, que se passe-t-il si on n'avait que de l'océan? Absolument rien pour l'empêcher. Eh ben le risque est toujours flou et difficile à estimer parce que, encore une fois, les séismes, ils nous préviennent pas à l'avance. La preuve, lors de l'écriture de cette vidéo a eu lieu un gros séisme. Le 30 juillet 2025, à 11h24 heure locale, un séisme de magnitude 8,8 est survenu au large de la péninsule du Kachanka. C'est le plus violent séisme jamais répertorié depuis celui de 2011, proche du Japon, et qui était de 9,1. La secousse principale est peu profonde, mais longue de plusieurs centaines de kilomètres. Un tsunami de 3 à 4 mètres de hauteur s'est formé et s'est abattu sur les zones côtières, comme la ville de Severokurilsk, emportant une usine entière. Mais la ville a déjà subi un séisme en 1952. Elle est donc préparée à l'avance et des travaux ont été aménagés pour n'avoir que le port qui soit exposé aux vagues les plus hautes, au cas où ça arrive de nouveau. Quelques heures plus tard, le volcan Kliouchevskoï, à 4688 mètres d'altitude, entre en éruption.
Ce séisme a été particulièrement médiatisé en raison de la menace de vagues qui pouvaient s'approcher au large des côtes de la Russie, mais aussi au Japon, aux États-Unis, à Hawaï précisément, au Mexique, au Canada, en Équateur et même au Chili. L'avantage d'une information médiatisée, c'est qu'on peut se tenir au courant de tout un tas de trucs à l'avance. L'inconvénient, c'est que ça peut créer des mouvements de panique. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Hawaï. La vague qui touchera la Californie était haute de 109 cm, ce qui était quand même moins puissant que prévu. Mais bon, elle était suffisamment puissante pour traverser tout le Pacifique. Et ça, c'est plutôt rare. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais ce petit aparté, sur ce qui s'est passé il y a quelques jours, ça répond pas à notre question initiale. Quel pourrait être le plus gros tsunami dans le futur? Eh bien, comme celui de Lituya, il provient d'un glissement de terrain. Une masse de roches qui se déverse dans l'océan en quelques minutes. Il y a 73 000 ans, un énorme glissement de terrain s'est produit sur le volcan du Pico do Fogo, au Cap-Vert, au large de l'Afrique de l'Ouest. La masse montagneuse s'est effondrée dans l'océan, provoquant une vague de 170 mètres de hauteur, inondant ainsi les îles voisines et probablement une partie des côtes africaines. Mais bon, un cataclysme pareil, ça pourrait plus arriver aujourd'hui, hein? Ouais, bah si. Au nord du Cap-Vert, toujours dans l'Atlantique, se trouvent les îles Canaries, un archipel appartenant à l'Espagne, un archipel hautement volcanique. À l'ouest se trouve l'île de La Palma, qui par son climat et ses paysages forestiers et montagneux, ressemble à bien des égards à l'île de la Réunion. Dit comme ça paraît pas, hein, mais même avec les forêts et le désert volcanique, l'île avec ses 87 000 habitants a une plus grande densité de population que la France métropolitaine. Ces dernières années, l'île s'est fait particulièrement connaître pour l'éruption du volcan Cumbre Vieja, pouce bleu pour mon accent espagnol, et qui se trouve au centre de l'île. En 2017, 8 petits séismes mineurs ont été annoncés, prévoyant une future éruption. 4 ans plus tard, en janvier 2021, le volcan menace d'entrer en éruption, et ce sera le cas quelques mois plus tard, en septembre. 327 tremblements de terre sont enregistrés partout sur l'île. Certes pas très dangereux, mais suffisants pour faire péter le volcan, déversant 3 coulées de lave de 6 mètres de hauteur chacune pendant plus de 24 heures. Les dégâts sont considérables, provoquant la mort d'une personne et l'évacuation de milliers d'autres. 400 bâtiments seront détruits, provoquant des centaines de millions d'euros de dégâts matériels. L'éruption a été très médiatisée pour ces coulées de lave qui ont atteint l'océan et l'activité incessante du volcan pendant 88 jours, du 19 septembre au 13 décembre. Et justement, depuis 2021, une hypothèse sur le volcan Cumbre Vieja est réapparue lors de l'éruption. Une hypothèse qui refait surface et qui date de 2021, donc 20 ans plus tôt, et qui avait fait peur à pas mal de monde. Le Cumbre Vieja est un volcan actif avec plusieurs petits cratères, situé sur une île géologiquement jeune. En effet, La Palma a émergé de l'océan il y a 1 million d'années. Le volcan est un point chaud, c'est-à-dire une remontée partielle du manteau terrestre, et c'est pour ça que les flancs sont instables. En 1949, les premiers signes d'une véritable théorie terrifiante commencent à faire leur apparition. On y découvre une faille à l'intérieur, d'ouest en est, qui suggère que le flanc ouest de la montagne pourrait s'effondrer dans l'océan, à 6 km en contrebas quand même, alors que le sommet atteint les 1944 mètres d'altitude. Courant XXe siècle, les glissements de terrain ont été étudiés, comme avec le séisme de Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1998. Quand la catastrophe de la baie de Lituya est arrivée, les géologues ont compris l'ampleur de tels désastres. Sauf que là, on parle pas d'un simple glissement de terrain, on parle de la moitié d'une montagne entière qui menace de s'affaisser sur elle-même et déverser des centaines de kilomètres cubes de roches vers l'océan, rasant les villages au passage. D'autant plus que le volcan, il est instable. Il est très jeune. On estime qu'il est apparu il y a environ 125 000 ans. Seulement. Ce qui, à l'échelle géologique, c'était hier après-midi. En 2001, les géologues Stephen Ward et Simon Day proposent un modèle, via une étude, qui va faire le tour du monde. Ils proposent, entre autres, que la possibilité de l'effondrement du volcan, surtout sur son flanc ouest, est plus que plausible. Elle est probable et va arriver d'une manière ou d'une autre dans le futur. Le scénario catastrophe est monumental. On parle d'un pan entier de l'île de La Palma qui cesse d'exister et qui plonge dans l'océan. C'est du jamais vu. Et ces centaines de kilomètres cubes de roches vont inévitablement faire déplacer des centaines de kilomètres cubes d'eau,
déplaçant ainsi une masse d'eau monstrueuse en quelques minutes. Ward and Day ne sont pas les premiers à spéculer sur cette théorie. Lors de l'éruption de 1949, le géologue local Juan Bonelli Rubio a découvert l'existence de la fameuse fissure, qui est longue d'ailleurs de 2,5 km jusqu'au sommet. La montagne, qui est jeune et en pleine croissance, est définitivement instable. Il faudra attendre l'éruption monumentale de septembre 2021 pour que le risque refasse parler de lui. Mais malgré l'activité sismique intense pendant la première semaine durant les 3 mois de l'éruption, la montagne ne s'est pas effondrée. Ouf, me direz-vous. Sauf que non, le risque d'effondrement existe toujours. C'est juste que l'élément déclencheur devra être encore plus intense. Donc, Ward and Day, ce ne sont pas les premiers à proposer cette hypothèse. Par contre, ce sont les premiers à proposer un scénario, minute par minute, qui explique comment se déroulerait la catastrophe selon leurs estimations. Imaginons donc le scénario de Ward and Day à la lettre. 500 km3 de roches, de poussière et probablement de lave aussi parce qu'il y aura une éruption en même temps, se déversent dans l'eau en quelques minutes. Pour rappel, 1 km3, c'est un cube d'1 kilomètre de côté. Et donc sa hauteur, c'est déjà 3 fois la tour Eiffel. Donc vous prenez un cube comme ça, vous en mettez 500. C'est beaucoup. Un dôme d'eau se forme rapidement et atteint 900 mètres de hauteur. 5 minutes après, il s'effondre sur lui-même et se propage rapidement dans tout l'Atlantique, y compris vers l'est de l'île, donc avec le reste des Canaries et des côtes africaines. Après 50 km de déplacement, le reflux d'eau, qui ressemble de plus en plus à une grosse vague unique, reste haute de 500 mètres. L'île de La Palma est quasi intégralement détruite, sauf pour les montagnes au nord. Tenerife se prend une vague de 200 mètres de haut, qui se propagera vers les côtes africaines en menaçant des dizaines de millions de personnes. Au bout d'une heure, le dôme initial se fragmente totalement, et les ondes de choc balayent l'archipel des Canaries avec des tremblements de terre dévastateurs, créant ainsi une réaction en chaîne et le possible réveil d'autres volcans. 6 heures après, des vagues de 10 mètres surpuissantes atteignent l'Espagne, le Portugal, la France et les îles britanniques. Puis c'est au tour du Canada, des Caraïbes et des États-Unis. Surtout la Floride. Floride dont l'état est le plus plat des États-Unis, littéralement tout plat, où la moyenne d'altitude c'est 15 mètres. Et là, une vague surpuissante issue du tsunami le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité, haut de 25 mètres, arrive sur eux à une vitesse de 100 mètres par seconde. 23 millions de personnes vivent ici. Vous voyez à quel point c'est rapidement la sauce? Ce méga tsunami provoquera à coup sûr la catastrophe naturelle la plus meurtrière et la plus dévastatrice de l'histoire moderne. En janvier 2005, lorsque la communauté internationale s'entraide pour secourir les victimes du tsunami de l'océan Indien une semaine plus tôt, la théorie sur le Cumbre Vieja refait surface, et le grand public se montre assez terrifié d'un tel scénario catastrophe. Bon, tout ça c'est bien gentil, enfin non, c'est absolument horrible, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'étude est correcte? Bah pas vraiment. En fait, elle était déjà controversée à sa sortie en 2001. La communauté scientifique s'est montrée assez claire sur le sujet. Le risque de l'effondrement du volcan existe bel et bien. Par contre, les proportions ont été surestimées. Les auteurs ont supposé un effondrement massif et soudain de 500 km3 à une vitesse de 100 mètres par seconde en quelques minutes. Mais l'affaissement d'une telle montagne ne se déroule pas aussi rapidement. L'estimation de la vague primordiale ne serait pas de 900 mètres, mais plutôt de 300, si ça arrivait pour de vrai. Alors, on est d'accord, 300 mètres, ça reste monstrueux, mais c'est 3 fois moins que le pire des scénarios. Sur les 17 éruptions que les Canaries ont vécues depuis 600 ans, donc depuis que l'archipel est colonisé et habité, il n'y a eu aucun effet domino. Même pas en 2021. Mais surtout, il s'agit là du scénario le plus pessimiste. Et évidemment, c'est celui qui a retenu l'attention des médias. Comme c'est étrange. Ça ferait un bon film catastrophe, mais ça ne colle pas totalement à la réalité. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Les Canaries ont déjà connu des effondrements de volcans par le passé. On devrait donc avoir des dépôts et des vestiges sur les flancs des autres îles, exactement comme la baie de Lituya, qui est encore bien conservée. Mais on n'a rien trouvé de tel. Les tsunamis volcaniques existent, mais pas à cette échelle. Mais surtout, la plus grosse critique à l'encontre de cette étude, ce sont les conversions d'énergie.
un tsunami n'apparaît pas de nulle part. C'est le transfert d'énergie d'un autre phénomène encore plus violent. En l'occurrence ici, l'effondrement d'une montagne. C'est quand même pas mal. Et ce transfert d'énergie a lui aussi été largement surestimé. Une très grande partie de la dissipation d'énergie se répercute sur le plancher océanique et sur la déformation des fonds marins. Donc les vagues de 25 mètres de hauteur qui s'abattent sur Miami, c'est mort. Tablez plutôt sur du 5 mètres. Bon, ça reste suffisant pour raser des villes entières. Prenons le tsunami de 2004. Le séisme dans l'océan Indien vient du manteau terrestre bien au-dessous du plancher océanique et a libéré une énergie équivalente à 500 mégatonnes de TNT. C'est 10 fois la puissance de la Tsar Bomba. Chouette. Mais à votre avis, quel est le pourcentage d'énergie converti dans le tsunami? 0,0001% pour l'estimation la plus favorable. Et pourtant, regardez les dégâts que ça a provoqué. Mais bon, est-ce que ça pourrait vraiment arriver quand même? Est-ce que une partie de l'île de La Palma pourrait cesser d'exister? Oui. Mais si même les éruptions de 1949 et 2021 n'ont pas provoqué d'effet domino, il faudra attendre un événement encore plus puissant, ou bien un séisme encore plus fort que tout ce qu'on a connu. Un tel effondrement réaliste a toujours la capacité de faire disparaître des dizaines de milliers de personnes et d'en faire déplacer des millions d'autres. On estime que la vague initiale pourrait atteindre 188 mètres, avec un modèle prévoyant 450 km3 de roches. Le risque zéro n'existe pas. L'année dernière est sortie La Palma, une série Netflix où l'on suit une famille norvégienne qui tente de survivre lors de la catastrophe. Perso, je l'ai pas vu, mais les critiques ont pas l'air géniales. Voilà. Voilà ce que l'on sait sur l'existence d'un volcan qui, j'en suis sûr, n'a pas fini de nous angoisser. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications, participer au référencement de la vidéo, c'est super important. Et si tu en veux plus, check celle-ci où on parle des plus vieux trous noirs de l'univers. Et moi je te dis à très bientôt. Salut.